Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce webinaire et merci pour l'intérêt porté à ce thème autour de la protection sociale et les majorations attendues en 2023. Le déroulé va durer pas plus d'une heure où Denis Fent, directeur commercial d'AXA Santé et Collective, nous fait l'honneur de participer à ce webinaire et va présenter donc les mesures de hausse tarifaire relatives aux contrats prévoyance et santé attendues pour 2023. Il va vous expliquer les raisons de ces hausses compte tenu du contexte économique actuel. Ensuite, pour ma part, je vous expliquerai en tant que directrice du pôle protection sociale du cabinet Sparte, comment on peut les éviter, bien entendu, et comment éviter de mettre en péril l'équilibre et les garanties de votre contrat. Nous sommes désolés parce que ce webinaire devait être en live et pour des raisons techniques, nous le faisons en enregistrement. Donc pour la partie questions-réponses qui était prévue à la fin, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions sur LinkedIn et nous répondrons avec plaisir en instantané. Donc avant tout, nous allons brièvement nous présenter. Denis, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour Catherine, merci. Bonjour à toutes et à tous. Denis Fent. Donc, comme l'a dit Catherine, je suis directeur commercial d'AXA Santé et Collective. AXA Santé Collective, c'est l'entité d'AXA qui traite de l'assurance des entreprises en santé, prévoyance, épargne retraite, épargne salariale. Et donc, d'un point de vue personnel, je suis actuaire de formation. Ça fait une trentaine d'années que je travaille dans le monde de l'assurance. J'ai fait toute ma carrière dans l'assurance, dans des postes techniques, financiers et commerciaux et dans différentes entités, assureurs privés, courtiers et mutuelles. Voilà. Merci Denis. Donc moi-même, Catherine Colombi, j'ai une expérience de plus de 20 ans en assurance collective. J'ai commencé ce métier à la technique en compagnie d'assurance, puis j'ai été courtier et enfin je suis auditeur au sein du cabinet Sparte. Denis, le groupe AXA en quelques chiffres. Oui, alors, rapidement, hein, donc AXA, c'est un assureur mondial, hein, c'est la deuxième marque mondiale. On évolue dans 54 pays. Le chiffre d'affaires est de 100 milliards et on assure plus de 100 millions de clients, hein, 108 millions de clients à travers le monde, présents dans tous les domaines de l'assurance, le dommage, la vie, épargne retraite, la santé et puis la gestion d'actifs. Si on passe plus à la partie qui me concerne et pour laquelle je suis directeur commercial, donc AXA Santé et Collective, donc le slide suivant. AXA Santé Collective, c'est 9,4 milliards de chiffre d'affaires, donc en santé, prévoyance, épargne retraite, épargne salariale. Il y a 915 collaborateurs et on assure pas loin de 130 000 entreprises aujourd'hui en France. Merci Denis pour cette présentation du groupe AXA. Le cabinet Sparte également, très brièvement. C'est un cabinet de conseil en ressources humaines avant tout, spécialisé dans le pilotage de la masse salariale avec 4 domaines d'expertise, les charges sociales, le conseil, la rémunération et la partie qui nous concerne, la protection sociale. Donc c'est 80 salariés dédiés à l'accompagnement des directeurs de ressources humaines et tout son staff responsable paye. C'est 5 bureaux en France, 300 millions d'euros d'économies et plus de 5000 contrats gérés et suivis, analysés, audités en protection sociale. Les conditions de renouvellement, alors, Denis, je te laisse la parole là-dessus. Oui, alors avant, je vous propose de commencer par la santé et puis ensuite on parlera de la prévoyance. Sur la santé, avant de venir un petit peu sur l'année 2022 et de ce qui va guider aux conditions de renouvellement à effet du 1er janvier 2023, un petit rappel sur l'année 2021 et en particulier sur
le premier semestre 2021. L'année 2021 avait été une année avec une très très forte hausse de la consommation médicale pour différentes raisons. Tout d'abord parce qu'il y avait l'effet du 100% santé. Vous savez qu'au 1er janvier 2021, il y a eu la réforme du 100% santé avec les paniers de soins en optique, en dentaire et en audiologie avec des remboursements à charge zéro. Cette réforme a engendré une forte augmentation des coûts pour les complémentaires santé et puis pour l'assurance maladie en général. En plus de ça, l'année 2021 avait été également marquée en termes de consommation médicale par un rattrapage de l'année 2020, année Covid, où beaucoup de soins n'ont pas été réalisés et où on a connu, en particulier sur le premier semestre, une forte consommation. Donc, l'année 2021 avait connu une hausse historique de la consommation. Donc, on pouvait s'attendre à ce que 2022 soit stable, voire même en baisse en termes de consommation médicale. En fait, ce n'est pas le cas. Vous avez à l'écran les chiffres donc nationaux, hein, c'est les chiffres de l'assurance maladie, et on constate finalement que, donc là on est à la fin du premier semestre, hein, on constate une poursuite de la dérive de l'ordre de 6%. Cette dérive, elle s'explique en fait par deux phénomènes. L'évolution de la consommation structurelle, hein, donc ça, c'est lié au vieillissement de la population, à l'inflation médicale, mais aussi à finalement une crise sanitaire qui n'est toujours pas terminée. On a vécu sur le premier semestre une succession de vagues Covid, hein, les Omicron et autres, et c'est ce qu'on appelle finalement nous, chez AXA, on appelle ça le Covid des vaccinés. Et cette succession de vagues Covid a engendré une hausse des honoraires médicaux parce qu'il y a une augmentation des consultations et puis du post-médicament où vous voyez, il y a plus 8% à fin juin. Donc voilà pour ce qui est au niveau national. Si on regarde un petit peu, nous, ce que l'on constate sur notre portefeuille, en fait, on constate la même chose. On constate une hausse de la consommation au premier semestre, comme l'assurance maladie. Et on constate, quand on regarde les postes, finalement, la même chose. Hein. Vous voyez le poste pharmacie qui est en forte hausse, le poste consultation qui est en hausse. Ça, c'est ce que j'expliquais, c'est l'impact des différentes vagues Covid du début de l'année, enfin du premier semestre 2022. Et puis sur le 100% santé, là, on constate une stabilisation sur le dentaire et par contre, la poursuite d'une hausse de l'audiologie, hein, où là, on a plus 14% sur ce poste. Alors, ce poste, en particulier en assurance collective, est très faible sur le coût total, c'est très faible, mais en très forte augmentation. Sur le dentaire, c'est la dernière remarque que je voudrais faire. Quand on dit qu'on est stabilisé sur le dentaire, là, c'est à fin juin 2022. En fait, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle parce que, comme je le disais, l'année 2021 et en particulier le premier semestre avait été exceptionnel et donc on est stable, mais sur un point historiquement haut sur les coûts du dentaire. Donc, voilà un petit peu les constatations sur le premier semestre. Et ces constatations nous font projeter une dérive de l'ordre de 2% sur l'année 2022. En tout cas, c'est la projection que l'on fait chez AXA sur la consommation 2022, où on se dit qu'il y aura 2% d'augmentation par rapport à 2021.
Du coup, si on en vient au thème du jour, hein, sur l'indexation des contrats au niveau d'AXA, on a décidé d'indexer nos contrats. Alors, nos contrats, évidemment, euh, on fait une segmentation, on n'augmente pas tous les contrats de la même façon, en fonction de leur taille, en fonction de leurs résultats, mais en gros, on va dire que on a trois catégories de contrats. On a les contrats profitables pour lesquels on maintient les taux 2023 au niveau des taux 2022. On a les contrats qui sont proches de l'équilibre et pour lesquels on appliquera le taux d'indexation. Et puis, on a les contrats déficitaires, donc fortement déficitaires, pour lesquels il y a un plan de redressement spécifique qui est décidé. Pour les contrats qui sont indexés, on fait une indexation qui est de 4,5% au-dessus du PAS chez AXA. Et les explications de ce taux d'indexation, elles sont triples. La première raison, c'est la dérive naturelle de la consommation. C'est ce que j'expliquais. Il y a un vieillissement de la population, une inflation médicale qui, d'année en année, se retrouve. On a une deuxième explication, c'est l'équilibre des régimes. En fait, sur les 2 dernières années, entre le Covid et les réformes, en particulier le 100% santé, il a été très très difficile de piloter les régimes de protection sociale. Je dirais que l'interprétation des évolutions des résultats d'un trimestre à l'autre, d'une année sur l'autre, sur les 2 dernières années, a été très compliquée. Et on constate qu'il y a eu une dérive globale des régimes. Et donc, il y a un besoin de redresser globalement les régimes de frais de santé. Et puis la troisième raison, c'est la dérive réglementaire. On s'attend à nouveau à des évolutions réglementaires au cours de 2023 qui vont avoir un impact sur la sinistralité. La première chose, c'est, je citerai pas, je rentrerai pas dans tout le détail, mais pour illustrer ces évolutions réglementaires, cette dérive réglementaire attendue, il y a le désengagement de la sécurité sociale sur la téléconsultation médicale. Vous avez le panier de soins du 100% santé qui va encore évoluer, qui va être élargi. On parle des semelles orthopédiques, on parle d'un poste qui, lui, est assez coûteux, qui est l'orthodontie. Et puis, dernier point en termes d'évolution réglementaire, on anticipe avec une quasi-certitude une évolution des bases de remboursement du fait de l'inflation. Donc, ces trois phénomènes, Je n'ai pas entendu la fin, juste Pardon? la dernière phrase qui a été coupée. Ah, j'ai été coupé, excusez-moi. Ouais. Donc, sur la dérive réglementaire, Oui, c'est ça. alors c'est l'évolution des bases de remboursement du fait de l'inflation. Donc, on a trois phénomènes, la dérive naturelle de la consommation, l'équilibre des régimes, et puis cette Et la dérive dérive réglementaire réglementaire. qui nous conduit à indexer nos contrats de l'ordre de 4,5% au-delà du PAS. Voilà pour ce qui est de la santé. Je vous propose de passer peut-être à la prévoyance. Prévoyance. Donc le risque Sur le risque de prévoyance, d'essai et arrêt de travail. oui, voilà, décès, arrêt de travail, invalidité, incapacité. Donc, en fait, là, pareil, si on regarde les chiffres, donc l'observation nationale, les chiffres de l'assurance maladie, on constate une dérive des arrêts de travail, la poursuite de cette dérive, avec une augmentation des indemnités journalières de 22%.
sur le premier semestre 2022 par rapport au premier semestre 2021. C'est en particulier marqué sur les sinistres de moins de 3 mois, mais ça augmente aussi sur les sinistres de plus de 3 mois. Sur notre portefeuille, nous, on observe un absentéisme qui malheureusement continue de dériver, qui reste supérieur à celui de 2019. Hein. On compare plus à 2019 qu'à 2021. Pardon, si on peut juste rester sur le slide d'avant. Et on observe un taux d'absentéisme qui a particulièrement évolué, enfin augmenté sur les deux côtés de la population, c'est-à-dire chez les jeunes, avec une forte augmentation de la partie maladie mentale, des arrêts dus aux maladies mentales, et puis une augmentation aussi sur les populations les plus âgées. Et surtout, nous, on observe une augmentation des arrêts de longue durée. Donc voilà pour ce qui est de l'observation. Si on regarde juste le slide d'après, qui donne un petit peu plus de chiffres sur ce que l'on constate chez AXA. Donc sur 2021, vous voyez, on avait déjà un taux d'absentéisme qui était très élevé, hein, à 3,88%. Et bien sur 2022, on observe sur les 6 premiers mois un taux d'absentéisme qui a encore dérivé fortement, puisqu'il est à 4,82%. Et ça nous amène à projeter une évolution sur l'année 2022 qui sera entre 4,2 et 5%. Donc, c'est une forte augmentation, puisque ça fait 24% d'augmentation entre 2022 et 2021. Voilà, puis vous voyez la durée moyenne d'un arrêt en 2021, elle était de 23 jours. Évidemment, là, on n'a pas encore, puisque on est à fin juin, mais on craint que cette durée moyenne soit en augmentation à nouveau en 2022. Si on passe à un autre point qui est important pour fixer les tarifs en prévoyance, c'est l'inflation. Donc, l'inflation, depuis des dizaines d'années, hein, l'inflation est à des niveaux très bas. Hein. On est à une inflation qui est entre 0 et 2%. Hein. Et puis, par contre, vous voyez, sur la période récente, une très très forte augmentation, c'est ce que vous voyez sur le slide de gauche, hein, source INSEE, une très très forte augmentation qui amène aujourd'hui à une augmentation, à une inflation pardon, qui est de l'ordre de 6% en juillet 2022 et qui est attendue entre 6 et 7% sur l'année 2022. Donc, très forte inflation, ce que l'on n'avait pas connu depuis des dizaines d'années, et du coup, augmentation des taux et en particulier du taux d'emprunt national. Donc, pourquoi cette évolution des taux a un impact? C'est qu'elle joue sur nos taux techniques qui sont utilisés pour le calcul des rentes et des provisions mathématiques. Donc, ces deux phénomènes qui sont très, très importants et qui changent complètement la donne par rapport à ce que l'on connaît depuis des années. Du coup, si on en arrive aux conditions de renouvellement, sur le slide suivant, on va également indexer la prévoyance. Chez AXA, on a décidé d'indexer la prévoyance à hauteur de 3% à effet du 1er janvier 2023.
Cette indexation de 3%, là aussi, s'explique parce que je viens de présenter juste avant. Première chose, c'est cette dérive persistante de l'arrêt de travail. Et puis, deuxième chose, c'est l'inflation. L'inflation va avoir deux effets. Elle va avoir un effet sur la revalorisation des rentes, sur le coût des rentes, euh, et elle va avoir un effet positif, c'est-à-dire que la hausse des taux techniques va avoir un effet de diminution de nos provisions mathématiques. Cela étant, la revalorisation des rentes, le coût de la revalorisation des rentes sera supérieur à la diminution escomptée des provisions mathématiques du fait de la hausse des taux techniques. Donc, quand on combine ces trois phénomènes, ça a amené AXA à décider d'indexer les contrats prévoyance de 3%. Voilà pour ce qui est, Catherine, de nos conditions de renouvellement, un peu l'environnement, je dirais, et puis nos décisions, donc d'indexer la santé et la prévoyance au 1er janvier 2023, comme je viens de le formuler. Merci Denis. Merci Denis pour ces explications, pour cette transparence donc, sur la tendance du marché en assurance collective. Vous l'avez entendu, donc beaucoup de sujets qui justifient des augmentations, la crise sanitaire en frais de santé, l'augmentation de la consommation médicale qui continue, l'augmentation des bases de remboursement, comme l'a expliqué Denis, de la sécurité sociale, mais en prévoyance l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt techniques et le rallongement de la durée des arrêts de travail ne font que finalement noircir la tendance du marché et des tarifs de vos contrats. Ces mesures annoncées par AXA sont bien évidemment plus ou moins à quelque chose près les mêmes que celles des autres assureurs qui couvrent vos contrats d'assurance aujourd'hui. AXA annonce 4,5 en frais de santé et 3% en prévoyance, et d'autres vont être dans un mouchoir de poche à peu près dans les mêmes eaux. Et donc maintenant que j'ai laissé l'assureur dresser les mauvaises nouvelles, je vais intervenir pour tout contredire, Denis. Non, plus sérieusement, l'idée, c'est surtout de vous expliquer comment on peut nuancer ce qui vient d'être bien expliqué par Denis. Ce sont des grandes moyennes, ce sont des statistiques. Denis a bien présenté les normes du marché et puis ensuite les normes du portefeuille d'AXA, c'est-à-dire les assurés de chez AXA, comment ça se comporte en termes d'arrêt de travail. Tout ça, ce sont des moyennes. Et comment on peut le nuancer? Comment vous, entreprise, est-ce que les salariés de votre entreprise consomment comme ce que vient d'expliquer AXA en termes de frais médicaux? Est-ce que le risque absentéisme et la constatation de la durée de vos arrêts de travail sont identiques à celles que vient de décrire Denis? Tout ça, on va tenter de vous l'expliquer. Surtout qu'aujourd'hui, le budget de la protection sociale pour une entreprise, c'est 5% de la masse salariale. Donc 1% de plus que ce budget-là, on se rend compte de l'ampleur que ça peut avoir au sein d'une entreprise. Donc, c'est des solutions, c'est des enjeux importants. Sur ce budget-là, en plus, il y a un tiers qui vont vers le gouvernement en termes de taxes et vers tous les interlocuteurs qui gèrent vos contrats aujourd'hui, courtiers, gestionnaires, assureurs, en termes de frais. Donc, il va vous rester 2 tiers pour à la fois prendre en charge cette durée d'arrêt de travail qui se rallonge et ainsi que le remboursement des frais médicaux de vos salariés. Donc, avant tout, il est important de savoir qu'est-ce qui se cache derrière un contrat d'assurance collective. Comment on va faire un rappel des intervenants parce que Denis a parlé d'interprétation des comptes de résultats, de segments, de contrats profitables, contrats déficitaires. L'idée ici, c'est donner un éclairage sur ce que AXA vient de décliner. En somme, il est avant tout important, quand on regarde un contrat, de savoir que l'assureur, aussi paradoxal que cela puisse paraître, n'a pas toujours la visibilité sur vos contrats,
sur l'équilibre, sur son déficit, s'il est profitable ou non. Alors que vous l'avez entendu, c'est sur ces chiffres qu'il va se baser pour dire si oui ou non, il doit vous appliquer les plus 4,5, plus si vos contrats sont déficitaires et moins si vos contrats sont excédentaires. Alors pourquoi ils n'ont pas facilement accès et pas toujours accès à ces informations? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de contrats d'assurance sont gérés par des courtiers gestionnaires dont le rôle est de rembourser les sinistres à la place de l'assureur. Donc, sinistre, on entend le complément de salaire pour les indemnités journalières en cas d'arrêt de travail et les frais médicaux pour la partie maladie. C'est aussi le courtier gestionnaire qui va collecter les primes que vous lui versez. Prélèvement DSN, ça part dans un organisme, ce courtier gestionnaire, et c'est ce courtier gestionnaire qui les collecte pour les reverser à votre assureur. Donc, vous l'aurez compris, le courtier gestionnaire, il est au cœur des flux. C'est lui qui a la data et qui va gérer cette data. Donc, plus ces chiffres seront précis et plus l'assureur pourra venir analyser et se positionner et donner un statut, à savoir s'il faut ou pas appliquer toutes les dérives, toutes les augmentations que Denis vient de vous expliquer. D'ailleurs, ce courtier gestionnaire, on le confond beaucoup avec l'assureur, puisque sur la carte de tiers payant de remboursement de frais médicaux, c'est même son logo qui va apparaître. Donc c'est la raison pour laquelle l'assureur aujourd'hui n'a pas forcément la visibilité claire, nette sur vos comptes. D'ailleurs, c'est une obligation de l'article 15 de la loi E20 du 31 décembre 89 que l'on rappelle et qui oblige l'assureur à vous présenter ses comptes de résultats. Donc ces comptes de résultats qu'on appelle aussi bilan annuel. Qu'est-ce que c'est? C'est juste un reflet de collecte de primes en face à tous les remboursements, frais médicaux et prévoyance que le courtier gestionnaire a effectués sur une année. Ce rapport-là, donc les sinistres sur les primes, va être mis. S'il est au-dessus de 100, ça veut dire qu'il y a trop de sinistres par rapport aux primes collectées, et donc votre contrat est déficitaire. S'il est en dessous de 100, ça veut dire qu'il y a, à contrario, trop de primes collectées par rapport au remboursement de sinistres. Et donc, c'est ce qu'on appelle les contrats, comme Denis a dit, profitables, pour reprendre son terme. Et c'est ce curseur-là que l'on va analyser, qu'on va regarder dans le détail. Donc, une fois qu'on a dit ça, pour éviter ces hausses tarifaires, vous l'aurez compris, s'il y a manque de visibilité sur votre consommation réelle, la prudence des assureurs va vouloir forcément, par défaut, appliquer la norme du marché que Denis vient de vous expliquer. Donc, d'où l'intérêt de fiabiliser ces comptes, ces rapports annuels chaque année, et donc l'intérêt d'établir un audit et de faire intervenir des cabinets tels que Spart, où on va venir regarder vos comptes. Vous allez vous dire peut-être, ça fait double emploi avec votre courtier gestionnaire aujourd'hui. Pas forcément. Pourquoi? La première raison, c'est que nous, la plupart du temps, ce qu'on constate, malheureusement beaucoup trop, je vais pas me faire d'amis courtiers quand je dis ça, mais ce qu'on constate, c'est que trop souvent, c'est que les comptes de résultats ne sont pas analysés. C'est-à-dire qu'ils vont prendre la data telle qu'elle est et sans la travailler, vont la remettre à l'assureur. Donc, sans explication, sans détail. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va combler les informations qui manquent à ce compte, vérifier si les primes sont bien en adéquation avec ce que vous avez versé et que la consommation médicale est bien remboursée et que la provision que les assureurs mettent par prudence est bien établie de manière claire et proche de la réalité le plus que possible. Donc ça, c'est une première chose. On va fiabiliser vos comptes. Ensuite, on va compléter les informations manquantes et puis on va faire parler ces chiffres. Une fois qu'ils seront consolidés et fiabilisés, on va les faire parler. Faire parler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, en frais de santé, si une grosse hospitalisation a eu lieu, cela peut vraiment venir déséquilibrer vos comptes. Donc là, on a besoin d'expliquer, faire remonter cette information auprès de l'assureur pour dire c'est une
un événement ponctuel et ne pas le prendre pour une généralité. Et donc, on va faire sortir cet événement ponctuel des comptes pour faire ressortir un équilibre qui sera plus juste de ce que vous, de la réalité, en fait, de la consommation médicale des salariés de votre entreprise. Autre exemple, on va regarder si le déséquilibre ou l'équilibre est conjoncturel ou structurel. Si je prends l'exemple, par exemple, d'une entreprise qui subit un plan social. Donc, plan social, qui dit plan social, dit salarié licencié, et qui dit salarié licencié, dit obligation de l'employeur et de l'assureur de mettre en place le maintien de la couverture des garanties santé sans contrepartie de cotisation, au moins pendant la durée de son contrat de travail et au maximum pendant 1 an. Donc, cela peut vraiment venir déséquilibrer vos comptes si on n'explique pas cet environnement que vous avez vécu, vous, entreprise, auprès de l'assureur. L'assureur va prendre pour argent comptant le déficit constaté, alors que finalement, c'est une année là aussi extraordinaire, puisque vous avez subi un plan de licenciement au sein de votre entreprise. Donc voilà, toutes ces raisons, ces exemples, ces illustrations, il y en a pas mal, et autant de spécificités que l'environnement de votre entreprise pourrait avoir, et autant d'arguments à donner à un assureur pour qu'il ait une visibilité et qu'il puisse adapter le bon curseur là où il faudrait. Denis, comme je parle beaucoup à la place de l'assureur, n'hésite pas à m'interrompre si je dis une bêtise, si tu veux conforter, mais ça peut Non, prendre non, aussi un peu peut-être plus. juste parce que quand tu dis on n'a pas accès au compte, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on a moins facilement accès, c'est vrai. Par contre, on a accès, puisqu'en fait, nous, quand on délègue la gestion, ça fait l'objet d'un protocole de délégation. Et dans ce protocole, il y a bien évidemment, parce que c'est clé pour nous, comme tu l'as dit, c'est super important d'avoir accès aux données pour bien interpréter les résultats. On met dans les protocoles, bien évidemment, l'obligation d'avoir accès aux données. Il y a des normes d'échange des données qui sont fixées avec les délégataires. Donc, on n'a pas un accès aussi rapide que quand on gère nous-mêmes, bien évidemment, mais on a accès. Après, je ne me prononcerai pas sur ce que tu dis quand tu Bien dis que sûr. Mais certains bien sûr, c'est les. que certains courtiers n'analysent pas les comptes. Bon, ça, Non, voilà. et effectivement, il ne faut pas faire une généralité. C'est pour ça que je disais que je vais pas me faire des amis, mais ceux qui font bien ce travail se reconnaîtront. Mais et tu as raison de préciser quand je dis que vous n'avez pas forcément accès, c'est peut-être un peu brutal. Ça veut juste dire que c'est pas vous qui exploitez la data, mais bien sûr, heureusement que ce gestionnaire a l'obligation de vous remettre ces chiffres à travers ce fameux rapport annuel, entre autres, et d'où l'intérêt souvent de les retravailler, de les analyser, de vous donner plus d'arguments. Donc en ayant le ligne à ligne et vraiment le trait de vos chiffres, cela permet à vous, assureurs, de vous conforter et d'avoir plus de visibilité et donc moins de marge de prudence à prendre. Parce qu'on le sait, l'assureur, même s'il assure un aléa, l'idée c'est de minimiser cet aléa le plus que possible pour pouvoir donner le juste prix. Merci en tout cas pour cette nuance. Enfin, Denis l'a dit, l'inflation, pourquoi elle a un impact sur les provisions arrêt de travail? Juste peut-être faire une explication. Un arrêt de travail, dès qu'il y a un arrêt de travail, l'assureur est obligé de mettre de côté son engagement, c'est-à-dire d'assurer le remboursement de son maintien de salaire tant qu'il est en arrêt de travail, ce salarié, jusqu'à la liquidation de la pension vieillesse, même si le contrat est résilié. Donc plus il y a d'arrêts, plus ces montants vont être importants et plus ça va créer un déséquilibre. Donc, en minimisant le montant de ces provisions, en les consolidant, en les vérifiant,
en les analysant, en regardant s'ils sont bien remis au bon niveau, si tous les arrêts de travail ont repris ou non. Cela permet de minimiser également, du coup, l'effet de l'inflation sur, ces provisions. Et enfin, pour finir, on a parlé beaucoup de la crise sanitaire avec Denis. Vous avez aussi entendu, vos assureurs et vos courtiers en discuter. Mais comment être certain finalement que vos salariés au sein de votre entreprise ont bien subi l'impact de la crise sanitaire comme tout le monde? À qui a vraiment profité le confinement? Parfois à l'assureur, parfois à l'entreprise. Y a-t-il bien eu un rattrapage des dépenses médicales? Toutes ces questions-là, on va les lever à travers l'analyse de votre consommation médicale pour vous permettre une réelle lecture finalement de ce phénomène par rapport à votre situation qui vous est propre. Toute cette analyse, une fois qu'on l'aura donnée, peut permettre d'éviter ces hausses, voire les conforter, voire faire des économies. Dans un schéma qui est toujours identique, on le met sans forcément changer de courtier gestionnaire. Notre rôle, en effet, c'est pas de venir remplacer le courtier ni remplacer le gestionnaire. On est auditeur. C'est surtout de donner un second regard qui va conforter ou non soit la parole de votre courtier, soit les chiffres que l'assureur, à partir des chiffres que l'assureur aura regardés et va annoncer une mesure et soit elle sera identique, soit elle sera plus basse. Mais voilà comment on peut éviter toutes ces hausses à défaut. C'est, vous l'aurez compris, vraiment d'exploiter ces chiffres, de les faire parler et de les analyser. Les délais, on est dans un timing où on a le 31 octobre en termes de date butoir, donc un délai de préavis de 2 mois. Donc l'étape de l'audit, elle est préconisée à faire avant le 31 octobre afin de pouvoir dénoncer les contrats prévoyance et santé et rentrer en discussion donc avec l'assureur sur la base du rapport d'audit qu'on aura élaboré. À la fin de cette mission, votre courtier reprend son rôle usuel avec un dispositif où finalement vous avez l'assurance que le prix est bon, mais aussi que la rémunération que le courtier gestionnaire perçoit à travers les primes est le bon. Ce délai peut être prolongé, bien sûr, grâce à la résiliation, ce qu'on appelle la résiliation infra-annuelle sur les contrats frais de santé. Donc l'extension de la loi Hamon qui vous permet de résilier à tout moment maintenant, mais uniquement le régime frais de santé, ce qu'on préconise pas forcément, mais qu'on préfère rappeler ici. Voilà, donc pour conclure, en tant qu'auditeur, on ne peut pas prédire l'avenir, on ne peut pas venir controverser ce que vient d'expliquer Denis, l'assureur, sur les normes du marché, mais on peut au moins limiter les effets de bord pour optimiser un contrat d'assurance sans le déséquilibrer. Faire comprendre à un assureur que les mesures nationales constatées ne vous sont pas applicables, cela fait partie des missions de Sparte. Plus il y a d'éléments dans la lecture de vos comptes et plus il tranchera vers un tarif qui est en adéquation. Pour vous, c'est l'assurance de payer le juste prix. Et si vous avez un courtier, c'est l'assurance d'être certain que la trajectoire qu'il vous conseille est la bonne. Donc, je ne sais pas si Denis, tu veux conclure quelque chose après ces mots. Non, bah écoute, si simplement dire qu'effectivement, je pense que c'est l'intérêt de tous d'avoir des régimes équilibrés. Et régime équilibré, l'assureur n'a pas vocation à vouloir augmenter systématiquement. Nous, ce qui nous importe, c'est la pérennité, c'est de garder un client parce que c'est très difficile d'acquérir un client. Donc, l'idée, c'est de le garder le plus longtemps possible pour sa satisfaction et pour la nôtre. Et pour ça, c'est effectivement un pilotage au plus juste des régimes. Et si on a, enfin, le plus d'éléments, le plus d'analyse on a, le plus juste le prix sera. Donc, évidemment que on peut comme ça donner l'impression qu'on a des visions opposées, mais ce n'est pas le cas. En fait, l'idée, je pense, partagée, c'est de piloter le régime au plus juste
pour éviter d'avoir aussi des années où on n'augmente pas et puis des années où on va faire un plus 20. En tout cas, nous, chez AXA, on essaie vraiment de, de, de piloter sur la durée, de ne pas faire de politique, comme on dit, de stop and go, hein, Éviter les effets de yo-yo et d'éviter les effets qui a de rien de taux qui pire sont. au sein Voilà, d'une entreprise, exact. de diminuer et de faire des économies sur un régime et puis 2 ans après de voir une hausse Hmm. importante Tout appliquée, à- ce qui est aussi la philosophie du cabinet Sparte à travers ses audits. C'est Voilà. pas de faire du cost killing, hein, vous l'avez compris, on n'en a pas parlé à un seul moment. C'est de donner la véracité de votre consommation pour que toutes les parties soient gagnant-gagnant, que ce soit votre courtier gestionnaire, votre assureur et vous, salariés, employeurs. 5% de la masse salariale, c'est le budget de la protection sociale. Il est important de savoir que ces 5% sont justifiés et ne sont pas trop importants ou pas assez importants afin de garantir une pérennité de vos régimes et de gel des tarifs le plus longtemps que possible, une fois que l'économie est trouvée. Voilà, après, peut-être je vais faire juste, je suis assureur, je me dois de le faire. Une des façons aussi d'agir, c'est de mettre en place des mesures de prévention. Euh, et ben, sachez qu'avec AXA, vous avez tout un tas de services qui vous permettent justement d'améliorer le bien-être et la santé de vos salariés. Tout à fait, Denis. Et ça pourrait même faire le sujet d'un second webinaire. C'est un sujet très important. On s'était dit que déjà, les hausses tarifaires, on en entend beaucoup parler, l'inflation, la crise sanitaire. C'était peut-être aussi pour décomplexifier, ce sujet et et voilà, plus éclairer l'entreprise, vis-à-vis de ces mesures. Et effectivement, après les leviers d'optimisation, on n'a pas que le tarif, on peut conserver, maintenir et garantir des niveaux de garantie à travers des leviers différents. La prévention en est un, le bien-être au travail. Et effectivement, je dois le dire qu'AXA fait partie des compagnies d'assurance précurseurs, entre autres, sur certaines actions sociales et de prévention. Merci. Ouais, merci. N'hésitez pas encore une fois à faire vos questions sur LinkedIn. Et encore désolé pour ce problème technique qui nous a obligés à le faire en enregistrement plutôt qu'en live. Et merci Denis pour ta participation. Merci Catherine et bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.